Botswana, le réveil silencieux, une nouvelle ère de gouvernance en Afrique. Le Botswana, longtemps célébré comme une démocratie africaine modèle, a forgé une réputation de stabilité politique et de prudence économique. Mais sous cette façade diplomatique discrète, quelque chose couvait. Les salaires stagnaient, tandis que les politiciens jouissaient de rémunérations augmentées, de notes de frais généreuses et de voyages internationaux. Pendant ce temps, le coût de la vie grimpait, les jeunes peinaient à trouver un emploi significatif et le logement restait inaccessible pour beaucoup. Les gens, vous aussi, avaient besoin d'accommodation. Et si je m'engage dans un processus qui me prendra 10 ans pour vous offrir cette accommodation, alors je vous aurai fait défaut, et de manière spectaculaire. L'écho de l'action, l'influence de Traoré. Ce que Traoré a accompli au Burkina Faso n'était pas seulement audacieux, c'était contagieux. Il a prouvé que le changement n'a pas besoin d'autorisation, il a besoin de volonté. Et ce message a traversé les frontières comme une traînée de poudre. Dans les cercles gouvernementaux à travers l'Afrique, les fonctionnaires ont commencé à discuter discrètement de l'effet Traoré. Mais le Botswana a été le premier à agir, non seulement par inspiration, mais parce que les failles de son système étaient finalement trop profondes pour être ignorées. Nous devons nous assurer qu'il y a de la transparence, qu'il y a de l'ouverture, qu'il y a de l'accompagnement dans chaque processus que nous entreprenons. Sans doute, ce n'est pas négociable. Et qu'il n'y ait pas de corruption. Le sacré coup de ciseau, les salaires de l'élite. Le président du Botswana n'a pas annoncé que c'était une révolution. Il n'en avait pas besoin. Les politiques l'ont dit. Derrière des portes closes, les conseillers ont récemment débattu du potentiel de réaction de la classe élite et des investisseurs étrangers. Mais il y avait une autre peur dans la pièce, les gens regardaient. Et à l'ère des smartphones et de TikTok, les gens étaient plus informés, plus impatients et plus autonomes que jamais auparavant. Ils avaient vu Traoré désigner une foule de citoyens ordinaires et dire « Ce pays vous appartient ». Et maintenant, ils se demandaient « Pourquoi pas ici? Pourquoi pas nous ?» Le Botswana ne pouvait pas copier le Burkina Faso. Les deux nations avaient des histoires différentes, des économies différentes et des pressions géopolitiques différentes. Traoré est arrivé au pouvoir par un coup d'État et le Botswana par des élections démocratiques. Le gouvernement du Botswana devait donc faire preuve de prudence. Assez prudent pour inspirer le changement, assez prudent pour éviter le chaos. La solution? Commencer là où le contraste serait le plus symbolique, réduire les salaires de ceux qui sont au pouvoir. Ce ne serait pas simplement libérer de l'argent. Cela signifierait quelque chose de plus profond. L'ère du leadership sans sacrifice était révolue. La décision était risquée. Elle a provoqué des tensions entre les législateurs et des rumeurs parmi les élites d'entreprise. Mais c'est aussi ce qui a rendu politiquement possible le mouvement le plus audacieux à venir, celui d'augmenter les salaires des citoyens ordinaires. Parce qu'une fois que vous avez prouvé que le pouvoir est prêt à souffrir, les gens commencent à croire. Et cette croyance est ce qui rend les révolutions réelles, non pas avec des armes, mais avec des salaires. La justice économique, doubler le salaire minimum. Dans la plupart des régions du monde, y compris une grande partie de l'Afrique, le leadership politique a souvent signifié avant toute une chose, la sécurité. Pas pour le peuple, mais pour l'élite. Les salaires garantis, les voyages payés, les avantages sociaux gonflés, les pensions à vie ont longtemps été considérés comme des droits acquis, des mécanismes justifiés sous le prétexte du service public. Mais le service public, pour de nombreux citoyens, ressemble davantage à un jeu privé. Et cette perception, qui n'était auparavant qu'un murmure, est désormais un cri de ralliement dans les capitales africaines. C'était l'atmosphère au Botswana lorsque le gouvernement a fait une annonce discrète mais fondamentale. Les salaires des hauts fonctionnaires ont été réduits. Pas de parade, pas de conférence de presse majeure. Juste une déclaration qui a eu l'effet d'un coup de semonce. Les mêmes personnes qui avaient gardé leurs salaires comme des trésors sacrés ont été les premières à les sacrifier. Et ce faisant, le Botswana est devenu l'une des rares démocraties du continent à avoir volontairement réduit les revenus de l'élite sans pression extérieure ni crise. Pour qu'une réforme radicale fonctionne, en particulier celle qui implique la redistribution de l'argent vers le bas, elle doit commencer par le haut. Sinon, elle s'effondre sous le poids de l'hypocrisie. Vous ne pouvez pas demander aux entreprises d'augmenter les salaires ou aux citoyens de se serrer la ceinture si le gouvernement continue de vivre au-dessus des nuages. Le Botswana a compris cela. Plus important encore, il a compris que la confiance publique n'est pas construite par des discours. Elle est construite par la souffrance partagée. Ce qui a rendu ce mouvement encore plus puissant, c'est sa séquence stratégique. Le gouvernement n'a pas augmenté les salaires des travailleurs en premier. Cela aurait ouvert la porte à des accusations de populisme, de dépenses inutiles, de tentatives d'acheter le soutien public.
Au lieu de cela, ils ont inversé la logique. Ils ont laissé le gouvernement se saigner en premier. Puis ils ont demandé aux autres de suivre. C'est important, parce qu'au Botswana, comme dans une grande partie de l'Afrique, il existe une méfiance profonde fondée sur l'histoire. Des décennies de politiciens promettant de développer tout en s'enrichissant secrètement ont laissé un goût amer. Toute réforme qui ne touche pas d'abord l'élite est donc considérée comme une façade. C'est pourquoi cette réduction de salaire était plus qu'économique. C'était psychologique. Elle a brisé le vieux contrat entre les dirigeants et les dirigés. Botswana se redéfinit, la dignité au cœur de la politique. Avec la classe politique ramenée à sa juste taille, tous les regards se sont tournés vers les personnes qui regardaient tranquillement, patiemment, souvent avec ressentiment. Les travailleurs à bas salaire, les nettoyeurs, les policiers, les chauffeurs, les assistants, les réceptionnistes, les ouvriers d'usine et les vendeurs de rue. Les personnes qui font avancer le pays chaque jour, mais n'ont jamais pu dépasser la ligne de survie de base. Pendant des années, l'économie du Botswana a cru sur le papier, mais cette croissance n'a jamais suffisamment atteint les mains qui l'ont construite. Le salaire minimum était de 1500 cents plus là. C'était rarement suffisant pour les dépenses mensuelles, que ce soit le logement, le transport ou le soutien familial. C'était un salaire qui ne reflétait pas la valeur du travail, mais plutôt la commodité d'un salaire minimum pour les puissants. Cette ère s'est terminée du jour au lendemain. Le Botswana a choqué sa nation et le continent en annonçant un nouveau seuil pour les salaires. 4000 PULA par mois, presque 3 fois le montant précédent. Ce n'était pas un plan par étapes. Ce n'était pas un objectif futur. C'était une décision immédiate, irréversible et hautement symbolique. Mais ce n'était pas seulement une augmentation de salaire. C'était un changement philosophique. Le Botswana ne calculait plus les salaires en fonction du minimalisme économique. Il les calculait en fonction de la valeur du travail humain. Sur le principe que le travail, tout travail, n'est pas un coût à réduire, mais le fondement d'une société digne. Là où les gouvernements précédents demandaient ce que les entreprises pouvaient payer, celui-ci demandait ce que les gens devaient gagner. C'était un petit changement de mots, mais un changement révolutionnaire. Ce n'était pas une politique tirée d'un manuel du FMI. Ce n'était pas conçu pour impressionner les investisseurs étrangers ou propulser le Botswana dans les classements des nations favorables aux affaires. Il a été conçu pour améliorer la vie des gens qui vivent au Botswana, ceux qui allent seuls dans les bureaux du gouvernement, ceux qui conduisent les bus et vendent des fruits au bord de la route. Ces travailleurs n'étaient pas sauvés. Ils étaient reconnus. Et pour la première fois depuis des décennies, ils se sont retrouvés au cœur de la politique nationale, non pas en tant que statistiques, mais en tant que citoyens. La résistance du secteur privé et la fermeté du gouvernement. Bien sûr, derrière chaque changement économique se cache une lutte politique. Un saut aussi audacieux sur le salaire plancher pouvait provoquer des secousses, mais le gouvernement ne jouait plus la défense. Ils avaient déjà gagné la bataille morale en réduisant les salaires de l'élite. Maintenant, ils exploitaient l'élan politique pour élever le bas de la pyramide. Et le timing n'était pas un hasard. La montée de l'inflation, un marché du travail volatile et l'aggravation des inégalités ont créé la tempête idéale pour le mécontentement. Les dirigeants du Botswana ne réagissaient pas au chaos. Ils le préemptaient. Au lendemain de l'annonce de la réforme des salaires au Botswana, quelque chose a changé. Pas dans les rues, mais derrière les murs de verre et les tables de conférences polies. Les dirigeants d'entreprises, les responsables des ressources humaines et les financiers du secteur privé du pays ont examiné les chiffres et se sont posé la même question. Comment survivons-nous? Pour chaque travailleur qui souriait de la nouvelle augmentation du salaire minimum, il y avait un employeur qui recalculait les coûts de main-d'œuvre, les bénéfices projetés et les risques de faillite. Jusqu'à présent, le secteur privé du Botswana fonctionnait selon un modèle qui, comme d'autres sur le continent, reposait fortement sur la suppression des salaires pour préserver les marges. Cette règle était désormais obsolète, et pour la première fois depuis des années, l'équilibre des pouvoirs s'est déplacé, hors de la salle de conseil et vers la salle de pause. La réponse est venue rapidement. Des affirmations de pression financière, des avertissements de hausse de prix, des rumeurs de licenciement. Les petites et moyennes entreprises étaient particulièrement vocales, affirmant qu'elles ne pouvaient pas supporter la pression du nouveau salaire. En bref, le secteur privé ripostait, pas nécessairement contre le gouvernement, mais contre l'idée que les travailleurs devraient être payés suffisamment pour vivre décemment. C'était la première véritable résistance au mouvement de réforme, et cela posait un dilemme. Mais c'est là que le leadership du Botswana s'est distingué. Ils n'ont pas reculé. Le ministre du Travail et des Affaires intérieures, Pius Mokwere, est entré dans la mêlée et a affronté la tempête de front. La plupart des entreprises, a-t-il déclaré dans une interview télévisée, peuvent payer plus, elles n'ont simplement jamais eu à le faire. Ces mots n'étaient pas hostiles,
mais claire. Il a rappelé à la nation que la dignité n'était pas une variable du marché. C'était une constante morale. Si la survie d'une entreprise dépendait de travailleurs sous-payés, alors peut-être que son modèle d'entreprise devait échouer. Pour amortir le choc immédiat, le gouvernement a signalé un soutien ciblé, une aide temporaire aux petites entreprises, des lignes de crédit à faible taux d'intérêt et des consultations sur l'efficacité du travail. Mais il n'y avait pas de compromis sur le salaire plancher. Le nouveau standard est resté, et cette fermeté a envoyé une onde de choc à travers la région. D'autres pays africains, en particulier ceux avec des populations jeunes et en croissance, ont commencé à regarder le Botswana non pas comme un récit de prudence, mais comme un cas d'étude en matière de gouvernance audacieuse. La naissance d'une nouvelle culture politique. Une fois que les gens réalisent que le gouvernement peut changer les règles de qui reçoit quoi et pourquoi, ils commencent à poser d'autres questions. Pourquoi le logement est-il resté inabordable pendant des décennies? Pourquoi les fonctionnaires sont-ils sous-financés alors que la richesse nationale s'échappe? Pourquoi le développement national est-il toujours perçu sous l'angle des lois étrangères, des programmes de donateurs plutôt que des capacités locales? Le gouvernement du Botswana commence à répondre à ces questions, non seulement avec des promesses, mais aussi avec des actions. Parallèlement aux réformes salariales, il a dévoilé un nouveau programme de logement abordable, conçu pour transférer la propriété des propriétaires spéculatifs aux familles. De nouvelles réformes des retraites visent à garantir que les travailleurs puissent prendre leur retraite dignement, sans dépendance. Même les militaires et les fonctionnaires, souvent ignorés une fois qu'ils ont porté leur uniforme, bénéficient désormais d'une attention renouvelée grâce à des avantages sociaux et des conditions de service améliorées. Ce ne sont pas des améliorations cosmétiques, ce sont des recalibrages systémiques, et tout cela provient d'une seule source, la réalisation que la plus grande ressource du pays n'est pas ses diamants, son territoire ou même son bilan financier, c'est son peuple. Ce changement de conscience nationale est quelque chose qu'aucun donateur extérieur ne peut fournir et aucun investisseur étranger ne peut le reproduire. Il doit venir de l'intérieur. Mais pourquoi maintenant? Une partie de la réponse réside dans l'effet Traoré. Oui, mais c'est aussi une question de timing. L'Afrique entre dans une nouvelle ère. Les jeunes populations remettent en question les anciens modèles politiques. Les médias sociaux ont remplacé les médias d'État comme principale source de vérité pour des millions de personnes, et les citoyens ne se contentent plus de la paix si cette paix ressemble à une souffrance silencieuse. Les réformes du Botswana reflètent ce pivot générationnel. Elles ne sont pas seulement pratiques, elles sont psychologiques. Elles disent aux gens, nous vous voyons, nous vous entendons, et nous sommes vous. C'est ainsi que la légitimité est construite, non par la coercition, mais par la connexion. L'aube d'une révolution silencieuse. Ces réformes restent fragiles. Les vieilles forces, la résistance de l'élite, la pression des entreprises, les murmures diplomatiques extérieurs, n'ont pas disparu. Elles se regroupent, attendant le premier faux pas économique pour déclarer les réformes une erreur. Mais ce que ces forces sous-estiment, c'est qu'une population dont la dignité a été reconnue ne se tait plus si facilement. C'est l'essence de la rébellion silencieuse du Botswana. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas télévisé, mais c'est irréversible. Le tissu social a été étiré dans une nouvelle direction, et même si le gouvernement actuel tombait demain, les attentes qu'il a suscitées ne le feront pas. Et c'est ce qui en fait plus qu'une simple affaire de politique intérieure. C'est un signal à travers l'Afrique. Il dit à tous les jeunes Africains qui se sentent piégés dans un système qu'ils n'ont pas choisi, que le système peut être changé. Il dit aux autres gouvernements que la vraie réforme n'est pas une question d'impressionner les analystes étrangers. C'est une question d'autonomiser les vies locales. Et il dit au monde que les gouvernements africains n'attendent plus la permission de faire ce qui est juste. De cette façon, le Botswana a rejoint un grand cœur de nation qui transforme le continent de l'intérieur. De Ouagadougou à Gaborone, un nouveau langage de gouvernance émerge, un langage qui n'écoute pas, mais agit. Il a commencé par une coupe de salaire. Il s'est transformé en révolution salariale. Il a affronté la résistance, mais a tenu bon. Et maintenant, il réécrit ce à quoi une démocratie africaine peut ressembler au XXIe siècle. La question n'est pas de savoir si d'autres suivront. C'est de savoir s'ils peuvent se le permettre. Pensez-vous que le Botswana a fait le bon pas? D'autres nations suivront-elles? Dites-nous en commentaire. L'Afrique s'est-elle réveillée? Voulez-vous voir plus de vidéos comme celle-ci? Si c'est le cas, abonnez-vous à notre chaîne LON et appuyez sur l'icône de la cloche. Nous avons décidé de faire des vidéos sur des sujets dont personne ne parle. Merci d'avoir regardé. Et jusqu'à la prochaine vidéo, restez connectés.